Bonjour, ici Stéphane Gagnon de Transition énergétique Québec. Je suis spécialiste en grand bâtiment et valorisation de rejets thermiques. Et bienvenue à cette conférence qui s'intitule Transformer les rejets de chaleur en Klondike énergétique. Je vais tout d'abord présenter les, euh, les projets de valorisation de rejets thermiques qui ont été réalisés au Québec et en France. Ensuite, je vais présenter aussi les aides financières. Par la suite, il y aura une présentation du fantastique projet de valorisation des rejets de vapeur de l'incinérateur de la Ville de Québec par le CHU de Québec, qui sera présenté par Louis Dorval-Douville du CHU de Québec, Université Laval, et Emmanuel Parent de la Ville de Québec. Donc, voici le plan de la présentation. Donc, je vais vous présenter des projets réalisés au Québec de valorisation de rejets thermiques. Ensuite, des exemples de projets en France. Je vais attirer l'attention sur le potentiel de valorisation des rejets thermiques des centres de traitement de données, particulièrement au Québec. Et ensuite, finalement, je vais vous présenter les aides financières. On parle beaucoup d'autonomie alimentaire ces temps-ci, et puis les serres sont au cœur de cette solution-là dans un climat froid comme le Québec. Donc, il y a justement un grand potentiel là, de valoriser les rejets thermiques dans des serres, parce que les serres ont besoin de beaucoup de chaleur. Donc, il y a trois beaux projets là, qui sont réalisés au Québec. Il y a les serres de Nest de Drummondville qui valorisent les rejets thermiques de la centrale électrique au biogaz de Waste Management. Il y a les serres Sagami à Saguenay qui valorisent les rejets thermiques d'Elkem Metal. Et finalement, il y a les serres Toundra de Saint-Félicien qui valorisent les rejets thermiques de produits forestiers résolus. Ils sont encore d'ailleurs ils viennent de mettre en place la deuxième phase de leur projet. Le pionnier de la valorisation des rejets thermiques au Québec, c'est le Centre de valorisation thermique des déchets de la Ville de Québec. En fait, cet équipement-là a été conçu et localisé en 1974 dans le but de fournir de la vapeur à une papetière. Encore aujourd'hui, elle fournit 222 gigawattheures de vapeur à papier White Birch et 42 gigawattheures à Glassine Canada. Elle relâche dans l'atmosphère encore 206 gigawattheures. Et un fabuleux projet que je ne voudrais pas se couper. Donc, ça va être la suite de la conférence par après. Je ne vous en dirai pas plus. Dans les autres projets, à Gatineau, un super projet immobilier, un développement immobilier de 400 000 m². Le réseau de chaleur, il va y avoir un réseau de chaleur et de refroidissement. Les besoins de chauffage estimés à 19,6 gigawattheures et 96 des besoins de chauffage vont provenir de la valorisation des rejets thermiques de l'usine de Kruger située dans la région. Du côté de la France, des très gros projets créés en 85, le réseau de chaleur de Dunkerque couvre 40 km. Il fournit 126 gigawattheures de chaleur par année et la valorisation des rejets thermiques d'ArcelorMittal et d'autres usines fournissent 90 des besoins de chauffage du réseau. D'ailleurs, il y a une phase qui est en planification pour une augmentation significative là, de ce projet-là. Toujours en France, le réseau de chaleur de Brest, un réseau de plus de 25 km. Il fournit 180 gigawattheures de chaleur et 25 gigawattheures d'électricité par année. La valorisation des rejets thermiques d'un incinérateur couvre 75 des besoins de chauffage et la biomasse forestière, 18 des besoins de chauffage. Le réseau de chaleur de Bailly-Romainvilliers, un réseau de 3 km. Il fournit 22 gigawattheures de chaleur par année. La valorisation des rejets thermiques d'un centre de données qui a été installé comme source de chauffage fournit 90 des besoins de chauffage du réseau. Donc, on vient de voir que les centres de données offrent un potentiel intéressant, très intéressant de valorisation de rejets thermiques avec l'exemple français qu'on a vu tantôt. Au Québec, c'est encore plus vrai. Il y a de plus en plus d'intérêt pour l'installation de centres de données au Québec et c'est une excellente nouvelle
pour l'environnement. Parce que si on prend l'exemple d'un gros centre de données qui s'installe ces temps-ci au Québec, là, qui consomme en moyenne 900 gigawattheures d'électricité par année, eh bien, 900 gigawattheures d'électricité par année consommées au Québec plutôt qu'aux États-Unis, ça représente des réductions d'émissions de gaz à effet de serre mondiales de plus de 630 000 tonnes de CO2 équivalent par année, soit l'équivalent de retirer des routes 185 000 véhicules légers. Donc, l'impact est majeur pour un seul centre de données. Donc, c'est très intéressant de les installer au Québec plutôt qu'ailleurs. Donc, mais pourquoi qu'un centre de données fournit autant de chaleur? Ben, c'est pas tellement compliqué. Un serveur informatique, ça agit sur l'électricité comme une plainte électrique. Ça convertit l'énergie électrique en énergie thermique. Donc, ça c'est une magnifique source de chaleur. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de les installer à proximité de serres ou de bâtiments ou pour alimenter un réseau de chaleur urbain, par exemple. Pour Hydro-Québec, ben, c'est très intéressant parce qu'au lieu de fournir de l'électricité aux bâtiments qui vont l'utiliser pour leur équipement de chauffage, ces équipements de chauffage-là ont une consommation en dents de scie très dure à gérer. Ben, les centres de données, à l'opposé, ont une consommation extrêmement constante. Donc, pour Hydro-Québec, ça permet de vendre beaucoup plus d'électricité pour une même puissance installée. Les aides financières maintenant. Donc, tout d'abord, Écoperformance, que vous connaissez bien, c'est un programme qui est très bien adapté pour la valorisation des rejets thermiques. C'est sûr qu'il faut tenir compte de ces limites. Donc, pour la plupart des requérants, la limite d'aide financière est de 5 millions par demande. Mais bon, par exemple, pour les grands émetteurs, il y a ce plafond-là saute, et puis là, il y a la possibilité des aides financières beaucoup plus élevées. Donc, les paramètres de Écoperformance, donc 400 à 1250 $ la somme de CO2 équivalent réduite pour une entente de 10 ans. L'aide maximale est de 75 % des dépenses admissibles jusqu'à un plafond de 5 millions de dollars par demande. Et il y a aussi la période de retour sur investissement. Donc, le programme va abaisser la période de retour sur investissement jusqu'à 1 à 5 ans, là, dépendamment du type de requérant. Vous pouvez communiquer avec nous là, pour avoir plus de détails. Il y a aussi le lien Internet qui est là. J'en profite de l'occasion pour vous mentionner que jusqu'au 31 décembre, tous nos programmes sont bonifiés dans l'optique de relance. D'habitude, je dis post-COVID, mais on est en deuxième vague, donc la relance COVID. Et donc, si on regarde, par exemple, les programmes biomasse forestière résiduelle et Écoperformance et Technoclimat, ben, ces programmes reçoivent une bonification de 5 % d'aide financière jusqu'au 31 décembre. Et aussi, vous avez une année de plus pour réaliser vos projets. Donc, vous avez plus de temps et plus d'argent pour réaliser les projets. Bon, l'appel à proposition maintenant de valorisation de rejets thermiques, c'est au cœur de la présentation d'aujourd'hui. Donc, c'est dans le cadre de l'entente bilatérale intégrée, le BI, c'est une entente fédérale provinciale. C'est la même entente qui finance le métro de Montréal, le tramway de Québec, et puis, donc, mais il y a aussi un volet pour les infrastructures vertes. Et du volet pour les infrastructures vertes, le Québec dédie 200 millions pour la valorisation des rejets thermiques. Et c'est Transition énergétique Québec qui a la responsabilité de faire lever ces projets-là et de vous accompagner là, dans les demandes d'aide financière. Donc, c'est l'appel à projet et l'appel à proposition pour des projets de valorisation de rejets thermiques qui a été lancé le 4 décembre 2019. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2025 ou jusqu'à épuisement des fonds disponibles, soit 200 millions. Pour déposer un projet. Est-ce que Écoperformance et le BI peuvent être additionnés?
oui et non. Donc, vous pouvez pas demander l'EBI et l'éco-performance pour la même portion de projet. Mais si on prend l'exemple d'un réseau de chaleur urbain, toute la portion d'infrastructure de distribution de chaleur, de récupération de chaleur et de distribution de chaleur serait admissible à l'EBI. Et par contre, chaque bâtiment qui va bénéficier de la chaleur pourrait être admissible à éco-performance pour la thermopompe, pour les autres mesures d'efficacité énergétique. Quel type de rejet thermique est accepté? Tous les types de rejets thermiques sont acceptés, les rejets thermiques industriels, ce qui vient des incinérateurs, des centres de données, des métros, des eaux usées. En fait, faites aller votre imagination. Dans les critères restrictifs, là, on demande à ce que 90% de l'énergie fournie sur une base annuelle provienne de rejets thermiques. Et il y a un paramètre qui est un peu malheureux, là, qui fait partie de l'entente qui a été signée. Il faut vivre avec. Donc, les infrastructures ne peuvent pas appartenir à un établissement de soins de santé ou d'enseignement. Ça peut pas être, c'est pas nécessairement un blocage pour faire profiter à un établissement d'enseignement ou de soins de santé un projet de l'EBI. Dans le projet qu'on va voir tantôt de l'incinérateur de la Ville de Québec, on a un projet municipal, donc qui fournit de la chaleur qui fournit de la vapeur à l'hôpital d'Enfants Jésus. Et donc, tout le projet est de propriété municipale. Même, par exemple, là, la centrale de trigénération qui va vous être présentée, qui est sur le terrain de l'hôpital d'Enfants Jésus, mais qui est sur le terrain est loué à très long terme là, par l'hôpital à la Ville de Québec. Et donc, la Ville de Québec est propriétaire de cette infrastructure-là. Donc, il s'agit juste de garder à l'esprit que c'est qui est propriétaire de l'infrastructure pour savoir s'il est admissible et à quelle aide financière il est admissible. Le projet aussi aurait pu être une propriété de la Société québécoise des infrastructures, par exemple. Donc, la SQI aurait pu construire ce réseau de chaleur-là de la même façon que la Ville de Québec. Voici les aides financières. Donc, pour un projet qui serait dont les infrastructures seraient une propriété du gouvernement du Québec, l'aide fédérale s'élève à 50% des dépenses admissibles. Pour un projet dont c'est une administration municipale ou régionale qui est propriétaire de l'infrastructure, ça pourrait être aussi une société d'économie mixte dans laquelle la municipalité est majoritaire. Donc, à ce moment-là, le provincial va fournir 33% d'aide financière et le fédéral va fournir 40% d'aide financière. Donc, à ce moment-là, il y a un intérêt encore plus grand. Pour les organismes à but non lucratif, il y a un 40% d'aide financière fédérale. Pour les organismes autochtones, l'aide financière s'élève entre 75 et 100 dollars, entre 75% et 100%. Et ça reste à définir là, par les autorités, là, mais donc vous avez à tout coup 75% d'aide financière. Les projets privés ne sont pas admissibles. J'invite les projets entièrement privés là, à regarder plus du côté des coperformants. Donc, voici ce qu'on devait joindre là, dans un appel à proposition. Description et localisation du projet, étude de faisabilité, le montage financier, le calendrier de réalisation, le calcul de réduction de consommation d'énergie par source d'énergie, le calcul de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, les études de risque et stratégies d'atténuation, les évaluations de la résilience au changement climatique. Donc, pour ce qui est du dernier, là, évaluation de la résilience au changement climatique, c'est pas un rapport là, que les professionnels sont habitués de remplir. Donc, il ne faut tout simplement pas. Celui-là, il peut être fourni seulement lorsque vous avez une approbation de l'aide financière. Donc, vous avez encore beaucoup de temps pour le faire. Et en plus, Transition énergétique et le ministère québécois de l'Environnement sont là pour vous accompagner dans la rédaction de ce rapport.
Donc, pour plus de détails, vous pouvez consulter notre page là, sur la valorisation des rejets thermiques. Il y a un webinaire aussi sur cette page-là qui ressemble beaucoup à ce que j'ai présenté là, mais qui présente le projet de Serre Toundra et résolu par Jean-Marie Niget, agronome. Là, donc, je vous invite à aller voir ce webinaire-là sur notre page, il est super intéressant. Et pour, je vous invite à communiquer avec nous. Là, vous pouvez nous écrire un courriel à l'adresse générale de transition énergétique en indiquant dans l'objet du courriel valorisation de rejet thermique. Merci et à toi, Louis. Merci beaucoup pour la présentation ainsi que pour l'opportunité qu'on a de participer à cette présentation aujourd'hui de notre projet. Mon nom, comme été mentionné par M. Gagnon de Transition énergétique Québec, c'est Louis Dorval-Douville. Je travaille pour le CHU de Québec, Université Laval. J'ai travaillé comme chargé de projet sur ce projet-là. On va faire une présentation avec la Ville de Québec. Mon collègue Emmanuel Parent de la Ville de Québec va suivre, là, fait que je vais faire la première partie de la présentation. Donc, en gros, si on commence au niveau du plan de la présentation, je vais vous faire une brève description du projet. C'est quoi les principaux bénéfices énergétiques pour le site, notre site de l'hôpital L'Enfant Jésus, qui est situé, je ne sais pas si les gens sont familiers, là, mais qui est situé dans le quartier Mézeray, là, proche de Limoilou, dans l'est de la ville, ainsi que les gains environnementaux anticipés du projet. Et puis après, dans le fond, mon collègue Manuel va faire le suivi pour la Ville de Québec de l'historique du projet, tout le financement, comment ça a été monté, et puis certaines questions, dans le fond, qui sont fréquemment posées en lien avec notre projet. Donc, en gros, le but du projet est relativement simple. On a un incinérateur dans la ville de Québec qui est, heureusement pour nous, relativement bien situé par rapport à l'hôpital de l'Enfant Jésus, là, à une distance d'à peu près un peu plus de 2 km, là, et qui produit actuellement de la vapeur. Là. Comme disait M. Gagnon plus tôt, l'incinérateur de la ville de Québec a des surplus actuellement de vapeur qui sont envoyés à l'atmosphère, là, malgré ses deux gros clients, là, Glassine et l'ancienne la White Birch, la papeterie White Birch. Il y a des rejets de vapeur, fait que pour nous, ça représentait une opportunité intéressante là, pour l'hôpital de l'Enfant Jésus de voir à valoriser cette vapeur-là, afin de combler certains de nos besoins énergétiques, notamment la vapeur, chauffage, refroidissement et électricité. Mais voyons un peu plus en détail, dans le fond, comment ça s'articule. Donc, la situation actuelle, on a une centrale énergétique, là, pour ceux qui sont encore des gens de la ville de Québec. Vous êtes peut-être au courant que le site de l'Enfant Jésus fait l'objet d'un gros projet de construction d'un nouveau complexe hospitalier sur le site même de l'hôpital de l'Enfant Jésus. Donc, actuellement, dans le cadre de ce projet-là, il y a une nouvelle centrale thermique qui a été construite. La centrale thermique dans le fond, est alimenté actuellement en gaz naturel pour nos besoins de vapeur de chauffage, et en électricité pour tous les besoins bien sûr d'électricité, mais également de tous les besoins de refroidissement afin d'alimenter notre centre hospitalier. L'objectif qui était futur, qui est proposé, c'est de construire adjacente à la nouvelle centrale énergétique de l'Enfant Jésus, une centrale de trigénération qui nous permettrait non seulement de combler nos besoins de chaleur, comme je dis, chauffage et vapeur, mais aussi à l'aide notamment d'une turbine à vapeur. La vapeur surchauffée produite par l'incinérateur étant une pression, une température trop élevée pour nos besoins. Avec une turbine à vapeur, on pourrait produire de l'électricité afin de combler une partie des besoins du site de l'Enfant Jésus et produire aussi à l'aide de refroidisseurs à absorption, technologie pas très efficace, mais extrêmement intéressante et rentable quand on a des rejets thermiques, comme c'est le cas actuellement, avec des refroidisseurs à absorption, de produire dans le fond de l'eau refroidie pour nos besoins de climatisation qui sont assez élevés. Le réseau d'Hydro-Québec va continuer à nous alimenter en électricité, puis on va continuer à acheter une petite quantité relativement marginale de gaz naturel. Au niveau des besoins qui seront comblés sur le site de l'Enfant Jésus, cela nous permettrait de combler environ 100% de nos besoins de vapeur quotidiens qui sont utilisés principalement pour l'humidification, production d'eau chaude domestique, ainsi que certains usages de vapeur un peu particuliers. On a aussi 98% de nos besoins de chauffage périphérique, chauffage des espaces, chauffage de la ventilation, 95% de nos besoins de climatisation à l'année, ainsi qu'environ 18% dans le fond de nos besoins d'électricité qui seraient soit comblés par la turbine à vapeur
ou encore c'est de l'électricité qui va être sauvée grâce à, dans le fond, aux besoins de climatisation, l'utilisation réduite de nos refroidisseurs mécaniques là, qui sont déjà installés dans le cadre du projet. Titre informatif, j'avais mis aussi une petite répartition dans le fond des besoins énergétiques anticipés du site de l'hôpital L'Enfant Jésus, comme je disais, dont les besoins énergétiques vont grandement augmenter dans les prochaines années avec l'agrandissement du complexe hospitalier. Dans le fond, en plus des avantages des besoins énergétiques comblés, on a une amélioration des redondances et de la sécurité des installations énergétiques du site hospitalier. Actuellement, on a toute la redondance requise selon les règles de l'art et les normes en vigueur. N'empêche, une redondance dans le fond additionnelle va être ajoutée grâce au projet. Et dans le fond, certains équipements comme nos chaudières et nos refroidisseurs mécaniques vont voir aussi leur utilisation réduite, réduisant du même coup, dans le fond, les besoins en termes de maintenance et d'entretien. Et puis la centrale énergétique reste, comme je disais, à 100% autonome et puis pleinement redondante par rapport à l'approvisionnement de vapeur. Donc, pour ce qui est des gains, des principaux gains environnementaux du projet, suite à l'implantation du projet, on anticipe que l'hôpital L'Enfant Jésus va devenir le premier et le seul hôpital presque carboneutre au Québec. On écrit presque parce que pour certaines raisons, on va continuer quand même à avoir des besoins très, très minimes, mais quand même de gaz naturel. On va continuer à avoir besoin de brûler, par exemple, du diesel pour nos génératrices et ainsi de suite, mais on va voir quand même une réduction d'environ 95% de nos besoins en gaz naturel, ce qui n'est pas négligeable par rapport à ce qui aurait été fait sans la mise en œuvre du projet. On a une réduction, cela, dans le fond, nous permet de générer près de 10 000 tonnes, même un peu plus, en fait, de 10 000 tonnes de gaz à effet de serre qui vont être sauvés par année grâce à la mise en place du projet, ce qui est équivalent de l'utilisation d'environ 2500 voitures. Et puis, on parle d'une réduction de la consommation d'eau potable à l'échelle pour la Ville de Québec d'environ 60 millions de litres par année. C'est principalement dû au retour du condensat qui est actuellement, comme je disais, la vapeur qui est produite est actuellement envoyée à l'atmosphère. Mais avec le retour de condensat, ça nous permet quand même de sauver des quantités appréciables d'eau. Puis ça, c'est l'équivalent d'environ 2000 piscines hors terre. Et puis, il y a une amélioration aussi notable de la qualité de l'air dans le secteur de l'hôpital. Tout le gaz naturel qui ne sera pas brûlé par le projet va, dans le fond, permettre de réduire un peu l'îlot de chaleur ainsi que la pollution atmosphérique dans le secteur environnemental de l'hôpital. Fait que si ça va, moi, je vais laisser la suite des choses à mon collègue Emmanuel Parent pour l'historique du projet. Donc, merci Louis. Emmanuel Parent, Ville de Québec. Je travaille au service des projets industriels et de la valorisation énergétique à la Ville de Québec. Donc, pour faire un petit historique du projet, donc en 1974, il y a eu la construction de l'incinérateur, une capacité de 1000 tonnes par jour, donc plus de 350 000 tonnes par année. De 1979 à 2015, la gestion de l'incinérateur était faite par le privé. Donc, on était à un moment donné, même au début des années 2000, où on pensait que la performance de l'incinérateur aurait pu entraîner sa fermeture là, en 2024. Donc, on va voir ça un petit peu plus loin dans la présentation. Ça fait longtemps qu'il y a des études sur valoriser la vapeur de l'incinérateur. Les principales se sont faites, là, je dirais, en 2011 et 2016 avec Econolair et GCM Consultants. Par la suite, on a assisté à la reprise de l'incinérateur par la Ville de Québec, la gestion en l'interne, donc en 2015. Et en 2016, là, on a vraiment accéléré le processus des études, donc notamment avec Tetra Tech pour l'étude de la conduite de vapeur qui part de l'incinérateur et qui s'en va jusqu'à l'hôpital L'Enfant Jésus. Et du côté du CHU, ils ont regardé là, les besoins énergétiques du nouveau complexe hospitalier de l'hôpital L'Enfant Jésus avec Boutillette Parizeau Associés. Donc, l'étude de faisabilité technique s'est faite à ce moment-là. Par la suite, ça a soulevé quand même des questions là, au niveau des citoyens, entre autres, là, sur les performances de l'incinérateur. Donc, on se questionnait sur l'alimentation d'un hôpital avec cette vapeur-là. Alors, l'hôpital a consulté la direction de la santé publique qui ont émis certaines demandes qu'on va voir à l'instant.
Donc, si je vais commencer par la fin du tableau, là, la partie verte en bas. La demande principale qui était faite au CHU de Québec, c'était relativement simple, c'était de s'assurer que leur centrale énergétique allait être 100% redondante et autonome. Donc, on l'a dit tantôt, on n'est pas obligé d'avoir de la vapeur pour alimenter le centre hospitalier. Par contre, on pense que c'est le meilleur moyen de le faire. Donc, l'important, c'est d'être indépendant et d'être redondant, d'avoir plusieurs sources. Donc, ils ont déjà l'électricité, le gaz naturel et des génératrices au besoin. Donc, ça, c'était quand même déjà partie prenante du projet. Si je vais dans la section grise, les demandes à la Ville de Québec, alors évidemment, on nous demandait de respecter toutes les normes d'émission du ministère de l'Environnement. On nous demandait un audit externe des procédés d'épuration des gaz. On nous demandait de faire l'analyse par un organisme ou une firme indépendante des impacts environnementaux, de la gestion des matières résiduelles par incinération. On nous demandait de procéder à une analyse de l'utilisation actuelle et future de l'incinérateur dans le contexte du PMGMR, qui est le programme métropolitain de gestion des matières résiduelles, et finalement de soumettre un plan de communication structurant. Donc, si on va à droite, la partie en bleu, ce qui a été fait, ce qui est en train de se faire aussi, c'est que quand la Ville a repris la gestion de l'incinérateur, ben, on a investi 5 millions de dollars par année là, pour être plus à niveau au niveau des équipements, etc., etc. On fait un suivi de performance tel qu'exigé par le ministère annuellement. Nous, on le fait 2 fois par année. Et en plus, on fait des suivis en continu à l'interne pour s'assurer que tout fonctionne bien. Gros ajout qui a été fait dans la dernière année, qui n'est pas encore terminé, c'est que dans le fond, nous, on a 4 fours qui brûlent les déchets à l'incinérateur. Et ce qui arrive, c'est que quand on remet en fonction un four, le temps que la température soit atteinte pour être optimale pour brûler les gaz et les contaminants, c'est relativement long et c'est là qu'on a souvent des dépassements de normes. Donc, avec des brûleurs au gaz, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient augmenter la température idéale du four extrêmement rapidement. Donc, on observe déjà des très bonnes performances là, au four 1, notamment là, dans les dernières semaines. On avait aussi un seul filtre au charbon qui était bon pour les 4 fours. Donc, on les a séparés en 4 pour encore optimiser vraiment la performance. Donc, chaque four a son propre filtre et peut être ajusté aux besoins. On a également procédé à l'audit des procédés par la firme Alpha qui est venue confirmer là, que nos équipements étaient adéquats. Et en parallèle de tout ça, on a mandaté Claude Villeneuve, directeur de la chaire éco-conseil de l'Université de Québec à Chicoutimi, pour venir comparer les scénarios, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive dans la version actuelle qu'on appelait 2017 en fonction des données de 2017, le scénario optimisé avec l'ajout de brûleurs au gaz, de filtres au charbon et un nouveau client comme le CHU de Québec, Université Laval. Et finalement, l'impact si on décidait de fermer l'incinérateur et de procéder à l'enfouissement. Et la conclusion générale de tout ça en termes de gaz à effet de serre, en termes de qualité de l'air et qualité de l'eau, les bénéfices pour l'environnement sont évidents avec la direction qu'on a choisie là, de bien s'occuper de l'incinérateur et d'optimiser les processus. Et je dirais les procédés. Donc, on a obtenu des appuis en 2019 après avoir fait tout ce travail-là, notamment du ministère de l'Environnement, qui est venu confirmer l'intérêt indéniable du projet là, dans la lutte contre les changements climatiques. Il y a le ministère de la Santé qui s'est aussi prononcé favorablement à la mise en œuvre du projet. Et la DSP qui nous avait donné ses conditions a confirmé son soutien initial au projet lors des demandes de 2018 et a confirmé que la Ville et le CHU avaient rempli ou étaient en voie de remplir les conditions nécessaires là, à la bonne réalisation du projet. Et l'étude que je vous ai parlé de la chaire éco-conseil de l'ICAC, bien, ça s'appelait « Analyse des impacts potentiels de 3 scénarios de gestion des matières résiduelles », donc pour l'agglomération de Québec, ce que j'expliquais entre la situation du statu quo, les améliorations versus l'enfouissement. Et ce qu'on dit dans le fond, la conclusion, c'est que l'exploitation de l'incinérateur amélioré, couplé avec un complexe de biométhanisation et la vente de vapeur à l'hôpital de l'Enfant Jésus, offre une performance sur l'environnement et la santé de la population qui est nettement meilleure que l'incinérateur
de 2017, et ou bien un scénario où on n'aurait plus d'incinérateur et qu'on déciderait d'enfouir des déchets. Donc, c'est pas l'objectif de la présentation, là, mais on pourrait aller plus loin là-dedans. Au niveau des aides financières, on recoupe un peu là, ce qui se fait, c'est-à-dire que dans les années 2012-2014, on a eu une première subvention de la Fédération canadienne des municipalités avec le Fonds municipal vert. Donc, une première étude là, sur la possibilité de faire un réseau de chaleur. Ensuite, quand on est arrivé à faire l'analyse de faisabilité technique, on a eu la subvention d'éco-performance de plus de 150 000 $. Par la suite, pour aller en plans et devis et en construction, on s'est adressé au FEFEC, le Fonds pour une économie à faible émission de carbone au fédéral. Malheureusement, le projet n'a pas été retenu, ce qui peut être vu comme une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a énormément de bons projets énergétiques au Canada. Par contre, on s'est reviré de bord vers le nouveau programme que M. Gagnon a discuté tantôt. Donc, on est en cours là, je dirais quasiment de négociation avec Transition énergétique Québec. On a répondu à l'appel de proposition sur la valorisation des rejets thermiques dans le cadre de l'entente bilatérale intégrée là, du Canada et du Québec. Donc, on l'a vu tantôt, c'est des possibilités d'aide financière de plus de 33 % par le gouvernement du Québec et de près de 40 % pour le gouvernement du Canada. Donc, c'est très intéressant. Et on est même en train de bonifier ces demandes-là avec une nouvelle demande au Fonds municipal vert. Donc, M. Gagnon était partie prenante là, depuis le début de ce projet-là, là, de nous aider à nous accompagner dans les aides financières. Là. Donc, ça a été très apprécié là, pour bien naviguer à travers toutes ces demandes-là, là, notamment ce qu'on a parlé tantôt, le rapport d'évaluation de la résilience au changement climatique qui a d'ailleurs été approuvé là, par les instances. Donc, je devance peut-être un peu la période de questions en posant quelques questions. Est-ce que l'incinérateur doit fermer en 2024? Bien, la réponse courte, c'est non. La raison principale, c'est qu'on a repris ça en main en gestion publique, donc municipale. On met beaucoup d'investissements dans les équipements, dans l'incinérateur en tant que tel. Et on a démontré du point de vue environnemental qu'on avait beaucoup de valeur ajoutée à conserver cet équipement-là d'incinération. Avec la réduction des déchets du PMGMR et le détournement des biosolides vers le centre de biométhanisation, on peut s'attendre à manquer de déchets. Donc, allez-vous importer des déchets pour produire et vendre de la vapeur d'énergie à vos clients? Encore une fois, la réponse courte, c'est non. On ne manquera pas de déchets parce que ce qui a été démontré, c'est qu'il y a tellement d'humidité dans les déchets, que ce soit des matières comme les restants de table ou des fruits et légumes, etc., que ça soit à cause de la neige l'hiver qui se ramasse là, dans les collectes des déchets, etc., ou lors des pluies, bien, il y a tellement d'humidité et d'eau dans ces déchets-là que ça demande énormément d'énergie pour réussir à les brûler. Donc, l'énergie qu'on va économiser pour ce qu'on va détourner de l'incinérateur fait en sorte que c'est à peu près équivalent entre la production de vapeur actuelle et la production projetée, malgré là, les objectifs ambitieux là, qu'on a. Donc, notre objectif, c'est pas de devenir des vendeurs d'énergie ou de vapeur. Notre objectif, c'est de la valoriser. Donc, c'est ce qu'on fait à travers le projet de l'hôpital, là, avec une quantité disponible de 800 000 gigajoules par année d'énergie. Une dernière question que je trouve intéressante qui peut être soulevée, c'est est-ce que la vapeur est contaminée? Donc, encore une fois, la réponse simple, c'est non. Et la raison, il faut comprendre un peu comment est produite cette vapeur-là. Donc, c'est la prochaine diapo. Donc, la production de vapeur, en fait, c'est de l'eau d'aqueduc qu'on utilise dans le procédé. Cette eau-là est traitée, elle est déminéralisée et dégazéifiée, et ensuite, elle est pompée dans les chaudières. Donc, il n'y a pas de mélange là, avec l'incinération des déchets en tant que tel, c'est un circuit fermé. Donc, la vapeur qui est produite par les 4 chaudières est complètement exempte de contaminants.
et elle est dirigée à l'interne dans le processus en grande partie. Et l'excédent est envoyé à deux clients actuellement qui sont Glassine, juste l'autre côté de la rue, et la White Birch, l'autre côté de l'autoroute. Et éventuellement, l'hôpital de l'Enfant Jésus qui va devenir un très gros client pour nous. Donc, la beauté de la chose, c'est le point 3, le surplus de vapeur qui est actuellement déchargé directement à l'atmosphère par un évent qui est localisé sur le toit de l'incinérateur. Mais au lieu de perdre cette énergie-là, on va la valoriser, la récupérer pour fournir de la climatisation, du chauffage, de l'électricité à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Et je vais terminer avec un petit vidéo que j'appelle personnage, je ne sais pas si je peux dire ça, mais je vais dire quand même un petit peu de la porn pour les gens en valorisation énergétique. En fait, c'est l'incinérateur que l'on voit présentement. Et toutes les parties en rouge foncé, évidemment, ben, c'est de la température, c'est de la chaleur qui est perdue. Donc, on voit les vents principaux avec la vapeur, mais on se rend compte assez vite qu'au-delà de la vapeur, il y a un énorme potentiel de récupération énergétique là, autour de l'incinérateur. Donc, c'est tout récent. Je pense que c'est une exclusivité que vous avez là, de voir ce petit vidéo-là. On a fait ça cet automne. Donc, on est là aussi pour... on veut des nouveaux projets. On ne se contente pas de ce projet-là. Donc, on veut des nouveaux projets. On a le centre de biométhanisation qui va produire éventuellement du CO2. On a les rejets thermiques de la station de traitement des eaux usées. On a aussi le parc, la zone d'innovation du littoral Est qui va donner des terrains là, décontaminés, tout ça dans un rayon d'à peu près 1 ou 2 kilomètres. Là. Donc, on cherche des partenaires, des gens qui sont intéressés à travailler avec nous pour valoriser toute cette énergie-là. Donc, on est curieux là, de vous entendre, soit dans la période de questions, ou vous pouvez me contacter là, par courriel là, ou en appelant à la Ville de Québec. Donc, ça mettrait fin à nos présentations. Alors, on est disponible pour la période de questions. Merci. Monsieur Gagnon, est-ce que vous voyez les questions dans le chat? Oui, je vois ici. Est-ce que... Pourquoi avoir encore besoin de gaz fossile? Je vais te laisser Manuel expliquer là, cette question-là, peut-être. Honnêtement, je ne suis peut-être pas la meilleure personne. J'aurais envie de passer la POC à Louis, mais moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est probablement que c'est beaucoup plus facile parce que les technologies sont mieux connues, tout le monde utilise ça. Par contre, je vais laisser peut-être Louis au niveau des besoins, exemple avec les besoins, pourquoi on a besoin d'une génératrice dans le cas du fonctionnement de l'hôpital L'Enfant Jésus. Oui, merci. Je présume que l'hôpital de la question est lié principalement, dans le fond, au projet de l'Enfant Jésus, là, de valorisation de la vapeur. En gros, premièrement, c'est sûr que, comme disait Emmanuel, il y a toujours un besoin de diesel. C'est un besoin qu'on ne peut pas combler puis qu'on ne comblera jamais de toute façon, puisque l'utilisation de nos génératrices sert à pallier à une coupure de courant d'Hydro-Québec. Donc ça va pas... ça ne va pas arriver. Par contre, pour ce qui est du gaz naturel, il y a il y a quelques usages, dans le fond, à définir. Premièrement, on a encore des services alimentaires et certains besoins dans le fond de gaz naturel. C'est assez limité, là, mais quand même, il y a certains usages de gaz naturel direct qu'on ne peut pas remplacer par de la vapeur. Là. Des fois, quand on brûle du gaz naturel, par exemple dans un poêle, dans un four combi et autres, c'est pas quelque chose qu'on peut remplacer par de la vapeur là, dans une cuisine. Il y a des besoins aussi de gaz naturel qui sont requis pour maintenir nos chaudières chaudes. Un des problèmes qu'on a eu dans le cadre de l'analyse du projet, c'est que si on se met à utiliser la vapeur de l'incinérateur, puis on a une coupure de la vapeur de l'incinérateur pour une raison de bris ou un arrêt de l'incinérateur ou autre, on doit pouvoir démarrer nos chaudières puis assurer nos opérations assez rapidement. Puis pour les chaudières eau chaude, c'était quand même pas un gros problème, mais pour les chaudières à vapeur, c'est important de les garder relativement chaudes pour pas que le temps, dans le fond,
dans le fond, de démarrage de la chaudière soit trop long. On va évaluer lors de la conception si c'est possible de garder ces chaudières-là chaudes avec la vapeur, mais il semblerait que la régie du bâtiment ne l'accepte pas tout le temps. Et une chose qui n'a pas été dite, c'est qu'à chaque année, l'incinérateur est arrêté pendant au moins 24 heures complètement. Donc, pendant au moins 24 heures, on n'aura pas de production de vapeur. Donc, il y a au moins une journée dans l'année où on va devoir tomber sur le gaz naturel à 100%. Donc, c'est les principales raisons qui me viennent à l'esprit pourquoi on maintient dans le fond le gaz naturel. Est-ce que vous voulez que je poursuive avec les autres? Merci, Louis. Vas-y. Oui, c'est ça, j'aurais une autre question. Ça va être, pouvez-vous expliquer l'économie d'eau pour l'hôpital? Je pense que l'économie d'eau est plus pour l'incinérateur. Donc, je vais demander à Manuel d'expliquer. À moi que Louis, tu pourras compléter s'il y a une économie d'eau pour l'hôpital, mais je vais laisser Manuel expliquer l'économie d'eau pour l'incinérateur, qui est certainement l'économie d'eau principale. En fait, depuis le début du projet, on travaille beaucoup pour que les avantages et revenus, dépenses, etc., soient partagés le plus équitablement possible entre l'incinérateur, la Ville de Québec et l'hôpital L'Enfant Jésus. Donc, quand on parle des gains environnementaux, souvent, on va peut-être un peu mélanger les deux. Donc, effectivement, ce qu'on a voulu mettre de l'avant comme économie d'eau potable, c'est vraiment au niveau de l'incinérateur. Comme on disait tantôt un peu dans le processus, on va prendre cette eau potable-là, on va la déminéraliser, on va la traiter et après ça, elle est envoyée à l'atmosphère sous forme de vapeur tellement qu'elle est chauffée. En l'envoyant, la vapeur dans un tuyau vers l'hôpital de l'Enfant Jésus, on rajoute une autre conduite qu'on appelle le retour de condensat. Donc, la vapeur refroidit et devient liquide et on peut la ramener à l'incinérateur. Donc, au lieu de recréer de la nouvelle eau, de réinvestir dans le traitement, que ce soit des produits quelconques ou du pompage, on va récupérer cette eau-là. Donc, c'est là qu'on a une bonne économie là, en termes de quantité d'eau qui ne sera pas prélevée du réseau parce qu'on va la recycler dans le fond. Merci, Manuel. Donc, comment produit-on de l'eau refroidie avec le rejet de vapeur? Je vais laisser Louis expliquer comment que les refroidisseurs à absorption fonctionnent. Okay. C'est bon. En fait, c'est exactement ça. C'est de refaire ça à l'absorption. Je peux juste rajouter une petite clarification sur les économies d'eau. C'est juste important quand même de mentionner que en fait, les refroidisseurs, en fait, c'est même lié à la question suivante. Les refroidisseurs à absorption, c'est une technologie un petit peu plus vieille qui fonctionne dans le fond avec l'absorption. Vous pouvez voir sur Internet, là, c'est assez bien détaillé. Là. J'ai beau essayer de vous l'expliquer, Wikipédia fera jamais mieux que moi. Là. Elle va toujours faire mieux que moi, plutôt. En fait, c'est ça, c'est vraiment un liquide qui est absorbé, qui est pulvérisé dans l'air, puis qu'après qu'on réabsorbe grâce à l'eau, puis ça permet dans le fond d'abaisser c'est de l'eau qu'on pulvérise dans l'air, l'eau en s'évaporant, les gouttelettes d'eau en s'évaporant vont absorber la chaleur de l'air, puis après, on vient réabsorber cette eau-là pour avoir de l'air frais qu'on peut après ça utiliser ou encore du liquide qu'on peut après ça utiliser pour faire du refroidissement. Puis après, on a besoin d'une source de chaleur pour réactiver notre absorbeur, c'est-à-dire notre sel ou liquide absorbant. Là, souvent, c'est un sel de silice, là, le nom exact, je me rappelle plus exactement. Et puis, on a besoin d'une source de chaleur pour réactiver ce sel-là puis enlever l'eau résiduelle qui a été absorbée. Donc, au lieu d'utiliser vraiment un compresseur qui va, dans le fond, utiliser ce cycle de refroidissement normal, ben, on va y aller plutôt avec l'utilisation, dans le fond, d'une source de chaleur. Puis les seuls éléments mécaniques qu'il y a là-dedans, c'est des pompes pour la recirculation. C'est principalement constitué d'échangeurs à vapeur. Puis pour ce qui est de l'eau, ben comme je disais tantôt, là, en fait, un des problèmes avec les absorbeurs, c'est que pour la même quantité de refroidissement produit, ils vont dégager plus de chaleur. Fait que nous, même si on a beaucoup d'économies sauvées grâce au retour de condensat versus la vapeur qui est actuellement produite puis envoyée à l'atmosphère, il y a quand même une quantité non négligeable d'eau additionnelle qu'ils vont devoir utiliser par nos tours d'eau pour évacuer la chaleur des absorbeurs. Puis on prévoit déjà que durant les périodes de pointe, en plein été, on va devoir même peut-être réduire, dans le fond, la consommation de nos absorbeurs, réduire leur utilisation pour accroître, dans le fond, utiliser nos refroidisseurs mécaniques. Excellent, merci. Donc,
comment s'appelle la technique de détection des rejets de chaleur en vue aérienne que vous avez présentée, Manuel? En fait, c'est pas une grosse technique, là. C'est tout simplement une caméra infrarouge, je crois, qui a été mise sur un drone. Donc, j'ai pas le détail actuellement, là. Si vous voulez m'écrire, je pourrais peut-être faire un peu plus de recherche, mais c'est une caméra montée sur un drone, tout simplement, qui a été passée à proximité de l'incinérateur. Donc, c'est assez accessible. OK. Oui, j'ai ici, est-ce que le processus de gestion des déchets par incinération avec revalorisation est meilleur d'un point de vue ACV que la biométhanisation? Je pense que la biométhanisation est plutôt un complément, mais je vais laisser Manuel compléter. Oui, ben en fait, la biométhanisation, c'est un incontournable, là. C'est plus une question de revaloriser je veux dire, les restants de table, là, ou les matières organiques en tant que telles. Le secret un peu dans tout ça, c'est vraiment le tri à la source. Quand on mélange tout, c'est là qu'il faut séparer, puis que si ça coûte plus cher, ça demande plus d'énergie en termes de nouveaux équipements, etc., etc. Donc, je pense aussi qu'il y a des normes là, à ce niveau-là qu'on ne peut pas vraiment dire je vais remplacer la biométhanisation par de l'incinération. Je ne pense pas que ça serait acceptable là, de procéder de cette façon-là. Oui, merci. J'ai ici, est-ce que c'est bien d'avoir une certaine diversité pour assurer une sécurité des installations? Donc, j'imagine que c'est pour lui. Oui, je présume que c'est ça, c'est en lien avec le projet de l'Enfant Jésus. Comme ça a été dit plus tôt, là, non seulement on a une redondance, mais on a déjà une diversité là, des sources de combustible. Là, fait que déjà sur l'hôpital l'Enfant Jésus, puis c'est une exigence pour tous nos hôpitaux. Là, on n'a toutes nos chaudières, par exemple, sont bi-énergie. On a des chaudières au gaz qui peuvent fonctionner aussi à l'huile. On a aussi des génératrices qui peuvent pallier à l'arrêt, par exemple, coupure de courant d'Hydro-Québec et ainsi de suite, en plus d'une redondance sur nos équipements. Donc, c'est sûr qu'à la base, cette diversité-là, on l'a déjà. Avec le projet de vapeur de l'incinérateur, on vient ajouter une diversité de plus, fait qu'une troisième source, par exemple, de production de chaleur, fait qu'en plus de l'huile et du gaz, on se retrouve maintenant avec la vapeur de l'incinérateur, ce qui est un gros plus. Ceci dit, on ne peut pas dire que c'est très fréquent, par exemple, qu'on va avoir des coupures d'Hydro-Québec et de gaz, pas gaz métro, énergir en même temps, là, simultané, c'est assez peu fréquent. Genre. Fait que c'est sûr que je peux pas dire que c'était requis. Par contre, c'est un gros plus pour notre organisation, là, ça c'est sûr. Fait que je dirais que oui, c'est très bien. Bon, merci Louis, merci Manuel. Il n'y a pas d'autres questions. Moi, en tout cas, je veux juste réitérer pour l'ensemble des auditeurs que la valorisation de rejets thermiques a un potentiel intéressant. Il y a des rejets thermiques industriels partout au Québec. Alors, puis si vous avez des idées, n'hésitez pas à communiquer avec nous, avec moi, pour en discuter et puis on pourra échanger sur le sujet. Donc, merci à tous et bon après-midi. Merci, bonne journée. Merci.